Merci Jules. Conférence effectivement sur la financiarisation du foot. Car cette semaine, les regards du foot français seront autant tournés vers l'euro allemand que vers le Sénat et les auditions ce jeudi de Jean-Christophe Germany et Édouard Conque, respectivement président et managing director de CVC Capital Partners. CVC, 3 lettres, un fonds d'investissement luxembourgeois parmi les 10 plus gros au monde, qui, un an après avoir acquis 11% des revenus de la Liga espagnole sur 50 ans, contre 2 milliards d'euros malgré le refus de l'accord du Real Madrid, du Barça et de l'Athletic Bilbao, a donc investi en 2022 dans le foot français en s'octroyant 13% des revenus à vie de sa société commerciale destinée à faire fructifier les intérêts de la Ligue 1 et de la Ligue 2 contre un chèque pour le coup de 1,5 milliard d'euros à la LFP. Le tout avec un statut de sauveur à la sortie de la crise Covid et Mediapro qui avait durement frappé l'économie d'un foot français déjà largement endetté. Un accord signé à la hâte par la Ligue de foot professionnelle et son président Vincent Labrune, depuis largement remis en question, y compris par des dirigeants de clubs qui avaient pourtant validé sans grande contestation l'accord signé. Pire, alors que notre Ligue 1 n'a toujours pas trouvé de diffuseur pour la saison prochaine qui démarre dans moins de 2 mois, les perspectives du prochain deal de droits télé s'annoncent bien loin du milliard espéré, alors que ce secteur représente 38 à 40% des revenus de nos clubs. Un montant total autour de 600 millions d'euros est davantage attendu, ce qui entraînerait contractuellement une part de prélèvement plus importante de CVC, engendrant au passage une baisse totale des droits télé perçus par les clubs de 30%. Mais la France est loin d'être le seul pays touché. La financiarisation du foot étant ainsi le résultat logique de son ultra-libéralisation depuis les années 90. L'arrivée des fonds d'investissement, de pension ou des fonds d'État souverains dans des compétitions nationales, mais surtout dans nos clubs, s'accaparant progressivement le football mondial ces dernières années, n'est pourtant pas surprenant, avec l'émergence de nouvelles sources de revenus entre droits télé, marketing et spéculation sur un marché des transferts qui ne cesse de battre des records et attire les investisseurs en tout genre. C'est ainsi que nombre de clubs passent et repassent régulièrement entre les mains de ces fonds, ouvrant les marchés nationaux aux investisseurs étrangers et à des fonds parfois plus scrupuleux, comme 777 Partners non loin d'ici. Pire encore, sur le modèle des holdings multinationales, nombre de ces fonds ont créé un modèle de multipropriété, devenu en moins de 10 ans une norme que les plus grandes instances du ballon rond ne souhaitent pas combattre en dépit des discours de façade. C'est donc dans ce cadre que le Sénat s'intéresse depuis quelques semaines à la financiarisation du football en menant une série d'auditions, de Jean-Michel Roussy, ancien dirigeant de Mediapro et actuel président du Havre, à Christophe Boucher, ancien président de l'OM, en passant par Pierre Maes, expert en droit télé, et évidemment Jean-Marc Michler, président de la DNCG, ou plus récemment, la semaine dernière, Philippe Diallo, président de la 3F. Une financiarisation inquiétante sur les perspectives d'évolution de notre si cher football et qui ne cesse paradoxalement d'accroître les dépendances économiques de nos clubs. Bref, toujours plus d'argent, mais toujours aussi peu de sécurité financière. Alors, cette question si chère à Bouba, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toute cette oseille ? Et pour m'accompagner avec nous ce soir à la Cité Fertile de Pantin, 2 personnes qui seraient les bienvenues au Sénat pour ces auditions. Le journaliste indépendant, créateur des Cahiers du foot et auteur du livre « Ce que le foot est devenu » aux éditions Convergence, Jérôme Latable, bienvenue. Comment tu vas ? Ça va. Lui est un grand habitué de 11e art et tout particulièrement du COMEX, notre podcast hebdomadaire. Il a troqué ce soir son costume de banquier en financement immobilier pour rejoindre le 9-3 où il se rend régulièrement, mais plutôt du côté du Stade Bauer, comme quoi on peut être banquier et aimer l'étoile rouge. David Glusman, comment tu vas ? Ça va parfaitement, merci beaucoup de l'invitation. Ravi d'être avec vous ce soir, messieurs. Jérôme, commençons tout de suite avec toi. Comment en sommes-nous arrivés là, après 30 ans de libéralisation du foot ? Alors là, tu me demandes de résumer 30 Exactement. ans déjà et à peu près 200 pages de mon bouquin, donc c'est pas facile. Je vais essayer de pas trop m'étendre. Disons que le principal changement a été impulsé à la fin des années 70, au début des années 80, avec la création d'un marché des droits de diffusion, c'est-à-dire avec le développement des chaînes de télévision payantes, notamment en Angleterre, au Royaume-Uni, qui ont vite compris que le football et les compétitions sportives en général, mais particulièrement celles de football, constituaient un formidable produit d'appel pour recruter des abonnés. Donc tout ça, ça a donné une valeur à des compétitions qui n'en avaient pas vraiment, parce qu'elles étaient très peu diffusées, notamment parce que les propriétaires de clubs étaient persuadés que ça viderait les stades. Ils se sont assez rapidement rendus compte, au fur et à mesure que les montants des droits télé progressaient, que les éventuelles pertes de recettes de billetterie, qui étaient de toute façon très faibles, ces pertes étaient très largement compensées par la nouvelle manne des droits de télévision. Donc le football, l'industrie du football, le football le football professionnel a toujours été une industrie, un business, un spectacle, a changé d'échelle. C'est-à-dire que cette industrie, ses revenus ont changé d'échelle en suivant la croissance des droits de télévision, de diffusion, croissance qui a été extrêmement spectaculaire
puisque ça dépend de quelle date on prend comme point de départ, mais elles ont été multipliées par 20, 30, si on prend une échelle de 30 ou 40 ans. Et cette croissance phénoménale, elle s'est accompagnée très vite d'une question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se répartit cette manne des droits de diffusion. Au départ, c'était très simple, il y avait 20 clubs qui disputaient une compétition, on divise en 20 parts, mais ça a très vite posé problème, et ce à quoi on a assisté, c'est à une accumulation de mécanismes de redistribution inégalitaire des revenus collectifs, en particulier des droits de diffusion. Donc on a introduit petit à petit différents critères, des critères de notoriété, de médiatisation, qui ont également parmi ces mécanismes d'accumulation vers le haut des ressources télévisuelles en particulier, il y a eu les formules de compétition. Le meilleur exemple qui est donné, c'est celui de la Ligue des Champions, dont la transformation des formules de compétition au début des années 90 ont très largement favorisé les plus gros clubs. Alors, c'était plus seulement les champions qui participaient, puisque dès 1999, c'était les premiers, les deuxièmes, puis les quatrièmes des gros championnats qui étaient directement qualifiés. Il y avait plus de tours à élimination directe. Auparavant, le Bayern de Munich, dès les 16e de finale, il pouvait être sorti par un petit club s'il se ratait. Ça a été remplacé, l'élimination directe, par un système de pool qui garantissait un nombre de matchs minimum pour chaque club, donc des recettes de billetterie en hausse et des recettes de diffusion également en hausse. Donc, je vous passe le détail, mais cette accumulation de mécanismes de répartition inégalitaire des revenus collectifs a contribué directement au développement d'une petite élite, d'une petite oligarchie de clubs qui s'est de plus en plus enrichie. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la fiscalité. On pourrait parler d'une fiscalité inversée. On sait aussi que la théorie du ruissellement, qui a été beaucoup mobilisée par les tenants de l'économie... ça ne marche pas donc? Ça ne marche pas. Joe Biden, le président américain, l'a dit dès les premiers jours de son mandat. Ça dépend pour qui. Pour moi, ça marche pas mal, mais bon, après... Oui, voilà, ça marche pour certains. Donc, on a eu une sorte de fiscalité inversée, de ruissellement vers le haut, qui a drainé toutes les ressources économiques et sportives vers une poignée de clubs. Alors, il y a eu beaucoup de tournants, d'éléments absolument décisifs. On parle beaucoup de l'arrêt Bosman qui a été pris par la Cour de justice de l'Union européenne en 1995. Arrêt Bosman et Union européenne qu'on a un petit peu tendance à accuser de tous les maux actuels du football. Ça a constitué un vrai tournant, mais ça n'a pas été la seule raison de ces évolutions. Mais ce qui s'est passé en 1995, c'est que à peu près du jour au lendemain, les quotas de joueurs étrangers dans chaque équipe ayant disparu, les clubs les plus riches ont pu accumuler au sein de leurs effectifs un très grand nombre de très bons joueurs. C'est un phénomène qui est allé en se développant. Qui a été complété d'ailleurs par les arrêts Cotonou et Malaha, en fait, qui ont étendu justement ce manque de limites aux joueurs africains, européens de l'Est aussi. Donc, tu as raison de le... Oui, tout à fait. Il y a eu un mouvement de dérégulation, en particulier autour de la composition des effectifs. Et l'aboutissement de toutes ces évolutions, et en particulier celle de la Ligue des Champions, ça a été le lancement en avril 2021 d'une Super League privée et fermée. Lancement qui a étrangement tourné au fiasco parce qu'il a subi une fronde très très large, un front très large d'opposants, d'abord de la part des supporters, mais également des clubs, des dirigeants de fédérations, des responsables politiques et même des médias spécialisés, sachant que la plupart de ces acteurs n'avaient pas beaucoup réagi aux évolutions précédentes. Donc ça a été une forme de surprise. On va dire que la transgression consistant à créer une ligue fermée et privée, s'affranchissant complètement des principes fondamentaux du sport européen, c'est-à-dire un système pyramidal dans lequel un club du bas de l'échelle peut grimper les échelons grâce à ses mérites sportifs et accéder à l'élite, un système dans lequel quasiment n'importe quel club qui travaille bien peut gagner la Coupe d'Europe. Cette transgression, elle a été trop brutale. En termes de communication, ça a été catastrophique. Ça a été lancé dans une atmosphère de putsch un dimanche soir par un communiqué commun. Gary Neville, d'ailleurs, le consultant vedette de Sky Sports en live, ou en direct, excusez-moi, s'est ému immédiatement en fait de la cannibalisation du sport par une élite. Donc c'est vrai que ça s'est déballonné en 24 heures. Et parmi
tous ces tournants qu'il y a eu, il y a eu une partie des changements qui se sont effectués sur le plan législatif, on va dire. C'est-à-dire que ça concerne le statut des clubs et on va en venir à la financiarisation du football. C'est-à-dire que très progressivement, si on prend l'exemple français, à partir des années 70, les clubs qui étaient en général sous la forme d'associations sportives ont pu bénéficier de statuts d'abord ad hoc, créés par les législateurs, puis que les législateurs ont fait évoluer jusqu'à leur transformation en société commerciale classique ou quasiment classique. Bon, l'idée, ça a été une idée défendue par Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, dont une des devises était les clubs sont des entreprises comme les autres. Et à ce titre-là, elles doivent avoir des statuts comme des entreprises classiques, pouvoir entrer en bourse, ce qui a été l'objectif de Jean-Michel Aulas avec l'Olympique lyonnais. Mais la question qu'on ne s'est pas posée, ou ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'en faisant des clubs de football des entreprises comme les autres, on ouvrait leur capital à n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, c'est au propre et au figuré. C'est-à-dire qu'on a vu arriver, alors particulièrement quand la croissance que j'évoquais tout à l'heure a connu une accélération dans le courant des années 90, on a vu arriver toutes sortes d'investisseurs privés qui ont racheté des clubs. Ils ont en général commencé par l'Angleterre. Et si on fait une chronologie très sommaire, parce que c'est un peu plus complexe que ça, il y a d'abord eu des milliardaires, comme Roman Abramovich, un oligarque russe bien connu, qui avait racheté Chelsea, des milliardaires, mais de toute nationalité, américains, asiatiques, russes, qui s'achetaient des clubs un peu comme on s'achète un supplément d'âme, ou comme des millionnaires du 19e siècle s'achetaient une danseuse. Aujourd'hui, un milliardaire, il s'achète soit une fondation d'art contemporain, soit un club de foot. Soit les deux. Soit les deux, comme François Pinault. Puis, il y a eu des fonds d'investissement et enfin des fonds souverains, alors qui, eux, n'avaient absolument aucun objectif de quête de rentabilité, mais qui ont fait des clubs de football et du football en général des instruments de leur politique, de leur géopolitique, par le sport, qu'on appelle le sport power, une variante du soft power qui consiste à faire la promotion d'un État au travers de leviers, d'outils culturels, comme peut être le football, qui offre une notoriété mondiale aux propriétaires des plus grands clubs. Bien sûr. Justement, David, on a vu ces propriétaires et ces investisseurs changer sur les 30-40 dernières années dans les clubs de foot européens et mondiaux. Quelle est aujourd'hui les typologies d'investisseurs et de propriétaires de clubs entre, j'imagine, les fonds souverains, les fonds d'État souverains, les fonds de pension, les fonds d'investissement, mais quelle est aussi la place des créanciers là-dedans? Alors, aujourd'hui, si on doit faire plusieurs typologies d'investisseurs, ça va être assez rapide. La première typologie d'investisseur, c'est toujours un investisseur mécénal du mécénat. Donc, c'est un milliardaire ou un millionnaire en fonction des divisions. Et c'est un investisseur qui va chaque année combler les pertes. Et bon an, mal an, c'est dans un but patrimonial de transmission. Ensuite, il y a l'investisseur que j'appellerais moi financiarisé, c'est-à-dire que le fonds d'investissement, mais au sens très large, c'est-à-dire un ou plusieurs investisseurs qui réunissent de l'argent pour acheter un club avec pour ambition de faire croître la valeur des actifs. La valeur d'actifs, essentiellement, elle se situe à deux niveaux. Le premier, c'est les joueurs, donc c'est l'actif joueur qu'on vend sur le marché. Le deuxième actif principal d'un club de foot, c'est les infrastructures. Donc le but d'un investisseur, ça peut être de moderniser les infrastructures ou de privatiser, d'acheter et de faire construire un stade et de revendre à horizon 5 à 7 ans plus cher qu'on a acheté. Il n'y a pas énormément... Ce type d'investisseur très financiarisé est relativement récent. Il n'y a pas énormément d'exemples de success story. Il y a peut-être Elliott à Milan, pour donner un exemple, qui avait racheté le club à un investisseur chinois. Il y a une mode d'investisseur chinois il y a quelques années qui a réussi à restructurer le club et à revendre à un autre fonds d'investissement qui est aussi propriétaire de Toulouse. Ensuite, il y a... Redbird, en l'occurrence Redbird. Redbird, exactement. Ensuite, il y a, comme Jérôme l'a souligné, il y a ces fonds souverains qui sont apparus avec le PSG, avec des buts divers
Au début, le fonds qatari, c'était essentiellement du sport washing, comme Jérôme l'a dit. C'était en vue de la Coupe du Monde 2022 et de s'acheter justement une virginité. Le Qatar voulait que quand on pense Qatar, on pense PSG et on pense peut-être pas énergie fossile, droit du travail bafoué, Ligue des Champions. L'esclavagisme moderne. Et donc, dans la foulée, qui leur a emboîté le pas, il y a notamment le PIF saoudien qui a acheté Newcastle et qui cherche un club filial. Paris a désormais en fait une part minoritaire dans Braga. Et il y a bien évidemment Abu Dhabi, le City Football Group, qui a construit une véritable galaxie de clubs. City Football Group qui, lui, combine un peu ce que beaucoup de détracteurs de la financiarisation du foot mettent en avant, c'est-à-dire la multipropriété, puisqu'ils ont plus de 15 clubs en participation majoritaire ou minoritaire, et le vaisseau amiral qui est Manchester City. Donc en France, ils détiennent notamment de triste mémoire 3, qui descend désormais en National 1, après avec 2 descentes d'affilée. Donc voilà, si je devais dessiner au plus haut niveau 3 types d'investisseurs, ce seraient les investisseurs mécénal/patrimoniaux, et ça peut être du mécénat même à très petit niveau, hein. Même en Ligue 2, en remettant à la poche, remettant quelques millions chaque année. Avec le grand patron local. Exactement. Ça peut être un Jacques Rousselot à l'époque à Nancy. Louis Nicolas. Laurent Nicolin, ça peut être un investisseur financiarisé ou un fonds souverain. Jérôme, une question pour toi désormais. On a bien compris l'évolution de ces types d'investisseurs et de ces propriétaires de clubs. Il y a énormément d'argent désormais, de plus en plus, qui est injecté dans le football et qui tourne dans le football. La question que j'ai envie de te poser, c'est à qui sert cet argent et qui en tire des bénéfices ? Comme l'a un petit peu dit David, c'est pas évident de gagner de l'argent avec le football et il n'y a pas vraiment de recettes établies et il n'y a pas beaucoup d'exemples de gens qui ont gagné qui ont fait des bénéfices. Il y a Luc Dayan. Financier en tout cas. Financier, oui. Il y a Luc Dayan qui avait racheté le LOSC de Lille et qui avait réussi à le revendre avec bénéfice, mais c'est vraiment un exemple assez isolé. Il y a une raison à ça, c'est que tous les revenus des clubs de football sont engloutis littéralement dans la masse salariale, c'est-à-dire dans le talent sportif. C'est-à-dire dans les salaires et les transferts des footballeurs. Donc c'est difficile. C'est 60% du chiffre d'affaires en moyenne d'un club pour que nos auditeurs. Voilà, donc il y a une sorte de cercle vicieux qui empêche de dégager des bénéfices dans la mesure où pour gagner, pour avoir de la notoriété, il faut acheter des joueurs les joueurs, alors c'est intéressant dans le football parce que c'est un des rares secteurs où des travailleurs de production captent l'essentiel des richesses, ou des ouvriers captent l'essentiel des richesses produites. Donc ça, c'est assez à souligner, tout en pondérant, parce que en fait, c'est une poignée de joueurs qui, très forts et avec une forte notoriété, qui captent l'essentiel de la masse salariale, qui consomment l'essentiel de la masse salariale, sachant qu'une grande majorité de joueurs professionnels sont très loin de gagner les montants des Mbappé, Cristiano Ronaldo, etc. Donc, avec le temps, alors on l'a dit, les fonds souverains, ils n'ont pas d'objectif de rentabilité, ils ont des objectifs de publicité, des objectifs diplomatiques. De diversification des revenus, c'est ce qu'ils mettent en avant eux. Oui, voilà, en promouvant notamment le tourisme dans leur pays. Mais alors, les fonds d'investissement qui, eux, sont pas là pour amuser la galerie ou pour faire du mécénat, il y a quand même quelques exemples de profits réalisés. Un des meilleurs, c'est celui de la famille Glazer, des milliardaires américains qui ont racheté Manchester United avec une procédure de leveraged buyout, LBO. En français, on dit acquisition avec effet de levier. Voilà, merci. Et donc, qui ont racheté Manchester United très cher, mais en se remboursant sur la bête, pour faire simple, puisqu'ils ont contracté des emprunts pour acheter Manchester United et qu'ils ont ponctionné les revenus de Manchester United au détriment sportivement de Manchester United, dont on sait que c'est... Plus d'un milliard le cash sorti de la structure, c'est plus d'1 milliard. Et c'est le seul club de Première Ligue, même seul club européen, à se verser régulièrement des dividendes.
Et Manchester United est toujours classé premier ou deuxième des classements établis par divers organismes des clubs les plus riches avec le Real Madrid. Mais quiconque suit le football a pu constater que Manchester United n'avait pas des résultats extraordinaires et que même il y avait une sorte de crise latente avec les supporters de United. Donc ça c'est une manière de gagner de l'argent, mais qui se fait au détriment du club. Une autre manière, c'est de compter sur la croissance de l'économie du football pour, comme le disait David aussi tout à l'heure, acheter un club à un instant, investir un peu dedans pour le maintenir et compter sur la croissance globale du football pour le revendre avec une plus-value quelques années plus tard. Alors ça marche pas toujours, hein, c'était l'objectif des repreneurs américains, des deux fonds américains qui avaient repris les Girondins de Bordeaux. Absolument. Et ça n'a pas marché. Alors un des derniers moyens, enfin des nouveaux moyens, les plus récents en tout cas, et qui marque l'ultime étape en date de la financiarisation du football, c'est la multipropriété des clubs. Donc on parle de ces consortiums qui se développent. David a parlé du City Football Group, Chelsea qui est dans le même cas. La multipropriété des clubs, ça désigne donc ces consortiums de clubs qui rachètent plusieurs clubs de différentes divisions, de différents pays, pour d'une part tâcher de mutualiser les coûts, de produire des synergies, hein, comme on dit dans le monde de l'entreprise, et surtout d'entretenir un vivier de footballeurs, d'avoir des élevages de footballeurs, c'est-à-dire d'actifs footballeurs, comme on dit, assez cyniquement. C'est-à-dire que comme les grands clubs, Chelsea étant le meilleur exemple dans ce domaine, entretiennent des cheptels entiers de clubs. Il y avait 40 ou 45, voire 50 joueurs dans l'effectif de Chelsea il y a encore quelques saisons. Il y a une logique à prêter. Alors, ces clubs prêtent les joueurs, ils le font de manière de plus en plus intensive. Et avec la multipropriété, quand vous disposez d'une douzaine de clubs comme le City Football Group, vous avez la possibilité de prêter des joueurs à des niveaux inférieurs pour que le club auquel le joueur est prêté valorise à la fois sportivement et économiquement tel joueur qui va être, s'il est très fort, il va être repris dans l'effectif de l'équipe amirale. Comme Savio, par exemple, en fait, cette année à Gérone, qui appartient à Troyes et qui a été prêté à Gérone, qui repartira à Manchester City. Voilà, tout à fait. Et ça permet de faire des plus-values sportives ou économiques sur les clubs. Alors, ça pose des problèmes d'éthique parce que ça entre en contradiction directe avec le principe qui interdit à des clubs ayant le même propriétaire de disputer les mêmes compétitions. Ce qui malheureusement n'est jamais respecté par l'UEFA ou la FIFA. Non, parce que les règlements de l'UEFA, en théorie, interdisent cette coparticipation. Mais dans les faits, on avait vu par le passé qu'il y avait eu des tolérances pour les clubs du groupe Red Bull, c'est-à-dire Leipzig et Salzbourg. Et on a vu au cours de l'année écoulée que l'UEFA, en fait, démentait ses propres règlements et ouvrait la porte à la participation des clubs en multipropriété, parce que le mot d'ordre, c'est il faut absolument attirer les investisseurs, n'importe quel investisseur. Parce que financièrement, ils n'arrivent pas à revenir en arrière, surtout. C'est que les montants sont tellement conséquents qu'ils n'arrivent pas à revenir en arrière. Là, la multipropriété, on parle de 250 clubs. Et 5000 joueurs. Je crois que c'est 5000 joueurs qui a plus de 5000 joueurs qui appartiennent à des multipropriétés. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc, et les montants sont absolument colossaux. Les pertes du Citigroup, c'est 800 millions d'euros cumulés. Et en plus, même juridiquement, si l'UEFA voulait démanteler cette multipropriété, en poussant à une vente, même en donnant un délai, il y aurait des levées de boucliers et des procès en destruction de valeur. Parce que les détenteurs de clubs iraient devant la justice et diraient « Non mais attendez, vous êtes bien gentils, mais là, vous m'avez laissé prospérer et maintenant, vous me forcez à vendre. Mais comme vous me forcez à vendre et que tous les acheteurs savent que vous me forcez à vendre, mais je vais devoir vendre moins cher. Si demain, on vous dit « Mais vous devez vendre votre appartement sous 6 mois », votre voisin ne va pas vous l'acheter au prix fort. Donc, juridiquement, ils sont bloqués. Je te dis pas, Jérôme, que c'est juste, mais je te dis qu'ils sont dans un piège. Alors, moi je suis plus réservé là-dessus. Je ne pense pas que tout soit irréversible dans les évolutions du football, et en particulier celle-là. Ça renvoie à ce que je dis un peu en conclusion de mon livre. C'est-à-dire que il faut repolitiser tous ces sujets-là. Et si on veut... le drame des évolutions du football ces 30 dernières années, c'est l'incapacité des pouvoirs sportifs et des pouvoirs politiques, notamment à l'échelle de l'Union européenne, à introduire des nouvelles régulations
pour notamment instaurer une répartition des revenus qui soit beaucoup plus équitable et qui maintienne l'équité sportive des compétitions, de laisser cette poignée d'une douzaine ou une quinzaine de clubs accaparer l'essentiel des ressources, bafouer le mérite sportif, au mépris de principes vraiment élémentaires des compétitions. Donc si on repolitise, si le pouvoir politique, à la fois les pouvoirs sportifs et politiques, s'empare à nouveau de ces sujets-là, tout redevient possible, si on veut, et on peut à nouveau réguler, on peut légiférer, on négociera, mais je pense que personne ne pleurera pour les investisseurs qui auront perdu de l'argent. Et je pense qu'il y aura puisque ce serait une question politique, il y aura un soutien très fort de la part des publics et en particulier des supporters des clubs de football. Donc, bon, mon point de vue, c'est qu'on peut agir, on peut réguler, on peut inverser ces évolutions à condition d'en faire un objet politique et d'en débattre vraiment. Bon, je suis conscient que ce n'est pas la priorité en ce moment en France et en Europe. David, sur ce sujet politique et des instances, tu avais quelque chose à rajouter ? Non, mais la base de la régulation, c'est, à mon sens, la régulation de la non-profitabilité d'un club de football. Parce qu'il faut expliquer pourquoi cette financiarisation est arrivée et pourquoi tous les clubs de foot se livrent aux mains justement d'investisseurs peu scrupuleux, financiers, qui cherchent du profit. C'est pas forcément mal, mais c'est le fait que aucun club n'est profitable. Le déficit cumulé des clubs de Ligue 1 à la fin de la saison 2022-2023, c'est 800 millions d'euros, avant transfert. 800 millions d'euros. Et on a seulement 2 clubs qui sont dans le vert. Il y a 2 clubs qui sont profitables avant transfert, c'est Clermont et Ajaccio. Donc on ne peut pas dire que c'est les clubs les plus importants. Il y a 2 clubs. Si on réduit après mutation, c'est 200 millions d'euros, le déficit cumulé. Donc, à hauteur de 600 millions d'euros, tous les clubs français sont tributaires du marché. Et la DNCG, parce que là, moi, je vais recentrer un peu sur le cas français, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, la DNCG ne juge que la solvabilité. C'est-à-dire que quand vous passez devant la DNCG, qui est l'organe de contrôle des clubs, qui accorde au club un espèce de timbre financier qui lui accorde de pouvoir jouer la saison, à partir du moment où vous avez les fonds pour jouer la saison prochaine, on n'est pas question de pérennité, c'est pour la saison prochaine, pour les 10 mois à venir. Vous pouvez participer à la compétition. Parce que la seule inquiétude de la DNCG, c'est l'équité des compétitions et qu'il y ait un club qui ne puisse pas finir la saison. Seulement, le problème, c'est pas qu'ils finissent la saison, c'est que la pérennité des clubs, c'est de s'assurer que, même si le club n'est pas profitable, de limiter les dépenses du club, ou en tout cas de s'assurer que si le club veut dépenser plus, que les revenus suivent. Parce que forcément, comme Jérôme l'a dit, si tous les clubs sont déficitaires, pour combler ce déficit, soit tu as accès au marché, soit tu vas voir l'actionnaire. Sauf que les comptes courants d'actionnaires qui explosent d'année en année ne sont pas une solution pérenne pour financer le football. Donc la première chose pour réguler, et moi je vais dans ton sens, c'est de réguler la non-profitabilité et le déficit chronique des clubs de football. Malheureusement, on a l'impression que la prochaine étape de cette libéralisation du football, ça va plutôt être la Super League, qui une fois de plus se fera au détriment du grand perdant qui est les supporters, et qui va probablement un peu plus fragiliser le rapport aussi du foot à ces territoires, puisque ça sera un élitisme complètement assumé et définitif. Oui, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que la surprise du fiasco de la Première Ligue en avril 2021, c'est que tout ce qui avait précédé, toutes les années qui avaient précédé, et en particulier les évolutions de la Ligue des Champions, conduisaient tout droit à une ligue privée, puisqu'on pouvait même s'étonner que les grands clubs se mobilisent et fassent cette démarche de sécession en créant une ligue privée, dans la mesure où avec la Ligue des Champions, ils avaient tous les avantages d'une ligue privée sans les inconvénients, parce qu'une ligue fermée. Parce que si on prend l'exemple des ligues d'élite américaines, un modèle qui est dans la tête de beaucoup des propriétaires de ces grands clubs, ce sont des ligues fermées, effectivement, mais elles ont un système assez collectiviste de répartition
des ressources et de rétablissement de l'équité sportive. Alors on connaît, il y a le salary cap par exemple, la limitation des salaires qu'on pourrait transposer dans le football, moyennant beaucoup d'autres conditions pour qu'il n'y ait pas trop d'effets pervers. Mais il y a aussi la draft qui permet aux clubs les moins bien classés en NBA de recruter les meilleurs espoirs, les meilleurs jeunes étrangers. Il y a la collectivisation des revenus aussi. Par exemple, si on donnait un exemple de Messi, pour faire venir Messi, l'Inter Miami a accepté que chaque club de la Ligue reverse une partie des recettes perçues quand Messi jouait à Lionel Messi. C'est-à-dire que chacun a fait un effort dans le but de faire venir Lionel Messi et donc d'attirer la lumière sur la Ligue. Donc c'est vrai qu'il y a... Alors c'est étonnant quand même, mais dans le pays de l'individualisme forcené, il y a quand même dans le sport une conscience collective du bien-être collectif et de la valeur en fait du championnat dans lequel on évolue. Mais qui se fait du coup au détriment complet de certains territoires qui n'ont pas de franchise ou qui n'ont pas d'équipe dans certaines divisions. Voilà. Et l'idée de ces régulations, c'est de maintenir l'incertitude des compétitions sportives, parce que c'est quand même un principe fondamental. On voit que beaucoup des grands championnats européens sont archi-dominés par un monopole comme celui du Bayern de Munich ou du PSG, respectivement en Allemagne et en France, ou par un duopole comme celui du Real Madrid et du Barcelone et du Barça en Espagne. Bon, en Angleterre, c'est un petit peu plus nuancé, mais la Juventus avait gagné 10 titres de suite. Et une archi-domination également du Bayern en Allemagne. Donc ces championnats tendent à perdre de l'intérêt. Alors, comment on accomplit cette espèce de transition étrange? Parce que les économistes du sport, ils ont un concept qui s'appelle l'équilibre compétitif. Et ils mesurent ça avec différentes équations. Il y a différentes manières de calculer l'équilibre compétitif, mais ils postulent en tout cas que la valeur économique d'un championnat, elle est indexée, corrélée à son incertitude. Et là, on voit à la fois dans les championnats nationaux et en Ligue des Champions, où finalement l'incertitude ne se rétablit que dans les derniers tours, à partir des quarts de finale, quand les gros clubs riches se retrouvent entre eux. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe que cette Ligue des Champions, ce football-là, reste extrêmement séduisant? Je pense que ça s'explique par le fait qu'on passe d'un football sport de compétition à un football spectacle, un football de spectacle industrialisé. Ça illustre toute la contradiction entre la logique sportive, faite d'incertitude, et la logique économique qui ne supporte pas l'incertitude. Donc, tous les processus que j'évoquais tout à l'heure, ils ont consisté en très large partie, pour une très large part, à supprimer l'aléa sportif. C'est les phases de poule en Ligue des Champions, c'est les barrages dans les championnats, c'est la répartition inégalitaire des revenus, c'est l'indemnisation des joueurs internationaux qui sont, entre guillemets, prêtés aux sélections pendant l'Euro ou la Coupe du Monde. Et là, c'est encore un levier de redistribution des revenus vers les clubs les plus riches. Donc, il y a eu cette translation vers une logique de compétition, une logique de sport, vers celle d'un sport-spectacle, où finalement, le manque de surprise, d'incertitude, ne nuit pas à la rentabilité économique de cette industrie, parce qu'on remplace ça par... Alors là, on peut à nouveau citer les ligues américaines comme la NBA, une espèce de grand spectacle où on répète tout le temps les mêmes affiches, mais peu importe. Un grand spectacle avec des super clubs, des super joueurs dans des super clubs qui disputent des super compétitions, des compétitions premium, d'où cet aboutissement logique, ce chemin logique vers une ligue privée. David ? Non, mais alors c'est amusant que tu parles de compétitivité et d'incertitude. C'est-à-dire que quel est le pays qui a réussi aujourd'hui, et encore aujourd'hui, alors que la crise économique européenne des droits télé est patente, a toujours marketé correctement ses droits télé? Ce pays, c'est l'Angleterre. Et encore une fois, c'est un paradoxe, puisque c'est le pays le plus libéral d'Europe. Et pourtant, c'est celui qui a la clé de répartition la plus juste. En Première Ligue, il y a une différence entre le club qui touche le plus de droits télé et celui qui en touche le moins, de 1 à 2. On est de 1 à 5 en France. Idem en ce qui concerne la solidarité avec les basses divisions. Il y a le système de parachute payment, c'est-à-dire que quand un club est relégué dans la division inférieure, pendant 3 ans, il continue à toucher une fraction des droits qu'il touchait dans la division supérieure. Pourquoi ? Pour l'inciter à investir quand il monte
Et surtout, éviter les défaillances d'entreprise quand il descend. Il y a aussi des paiements de solidarité qui sont beaucoup plus importants entre les divisions. Car Richard Scudamore, qui est un peu le père de la Première Ligue moderne, s'était assuré, avait constaté que pourquoi la Première Ligue et pourquoi le championnat anglais est aussi intéressant et aussi attirant, c'est qu'il y a cette espèce de perméabilité entre les divisions. Tu l'as dit sur la Super League, le problème de la Super League, c'est que ça ne récompense ni le bon travail, ni l'échec. Alors que le mythe vraiment anglais, et on le voit encore avec l'histoire de Wrexham, qui a été racheté par Ryan Reynolds et Rob McElhenney, deux stars d'Hollywood, c'est justement de pouvoir monter de division petit à petit. Et si tu m'en sais bon. Si tu me permets de terminer encore sur la réglementation. Alors attends, je vais t'interrompre brièvement pour pondérer un petit peu ce que tu dis sur le caractère effectivement plus équitable et plus collectif de la répartition des droits télé en Angleterre, ce qui est tout à fait à souligner et ce qui explique en partie qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes sportives au sein de la Première Ligue, c'est-à-dire qu'il y a 4 ou 5 clubs qui peuvent la remporter, même si on peut s'inquiéter à propos des dernières saisons avec l'espèce d'ultra-domination de Manchester City. L'action en justice de Manchester City, on pourra peut-être en parler après. Et alors en effet, il y a ce mécanisme qui est plutôt vertueux, mais ce qui s'est passé, c'est que du fait de la position hégémonique de la Première Ligue sur le marché des compétitions nationales, du fait qu'elle a été très très bien marketée dès le début, et il faudrait raconter l'histoire de la naissance de la Première Ligue. Un super documentaire d'ailleurs qui est disponible sur MyCanal qui explique en plusieurs épisodes. Ouais. En plusieurs épisodes. Sachant qu'en 92, c'était le football européen, un football européen qui était dans un état absolument lamentable avec il sortait de la suspension suite au Ezel. Donc, voilà, des drames dans les stades, un hooliganisme endémique, des stades vétustes et une image absolument déplorable. Mais en étant les premiers à marketer parfaitement, à comprendre quelles évolutions attendaient le football à venir, ils ont pris la position préférentielle sur les marchés mondiaux qui étaient en train de se développer. Et la Première Ligue et ses clubs ont développé leur notoriété et leur marché vers les nouveaux continents conquis par la mondialisation du football, en particulier l'Amérique du Nord et l'Asie. Donc ils ont pris des positions préférentielles, ils se sont développés. Et là, on retrouve de l'inégalité. C'est que ce développement, en particulier international, il a surtout profité aux très grands clubs. C'est-à-dire que autant les droits de télévision sont répartis de manière à peu près équitable, autant quand on regarde les revenus commerciaux, c'est-à-dire en mettant de côté la billetterie, mais tout ce qui relève du sponsoring et du marketing, on voit que ce sont les gros clubs qui ont capté l'essentiel des nouveaux revenus produits. Et quand on regarde les écarts de richesse entre les clubs en Angleterre, ils sont à peu près équivalents à ce qu'on constate dans les autres. Mais est-ce que c'est vraiment problématique quand tous les clubs ont de l'argent ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais ils n'ont pas les mêmes moyens. Non, mais ils n'ont pas les mêmes moyens. Mais quand tu regardes le top 20, qui est d'ailleurs sorti par PwC et par Fortunes tous les ans, tu as 17-18 clubs de Première Ligue. Donc, est-ce que cette différence de revenus est vraiment problématique quand tu as autant d'argent ? Quand tu as quasiment accès à tous les joueurs du monde. Oui, dans la mesure où le ratio de 1 à 2 que tu évoquais pour les droits de télévision, il passe de 1 à 20 pour l'ensemble des revenus. Et on ne parle même pas de la répartition, notamment en France, de la manne financière qu'a apporté CVC. On a une clé de répartition qui favorise complètement les gros clubs. Tous les clubs peuvent quasiment acheter des joueurs à 40 millions de livres. C'est pas très très grave qu'il y en a un qui puisse en acheter 2, que l'autre qui puisse en acheter 3, que l'autre puisse en acheter 4. Ils vont pas acheter les mêmes non plus, quoi. Ben non, ils vont pas acheter les mêmes. Mais ce que je veux te dire, en fait, si tu veux... Sachant qu'aussi en termes d'infrastructure, les Manchester United, les Chelsea, les Manchester City, ils ont aussi profité de leurs revenus supérieurs pour acquérir d'autres leviers de supériorité sur les autres clubs. Mais encore une fois, la Première Ligue, de ce point de vue-là, elle est plutôt vertueuse et tant mieux. Et parmi les 5 grands championnats européens, c'est de très loin le plus incertain, modulo l'hyperdomination de Manchester City. Ouais. Alors moi, si tu me permets de rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi un autre avantage que je vois à la Première Ligue, c'est la réglementation. Tu parlais de l'acquisition à effet de levier. Mais eux, ils ont appris de leurs erreurs. C'est-à-dire que quand les Glazers ont dépouillé littéralement Manchester United, 10 ans plus tard, c'est un peu tard, mais il y a eu une loi. Désormais, c'est interdit de mettre plus de 60% de dette dans le prix d'acquisition d'un club anglais. Et ça, c'est quand même à noter. Alors qu'en France, on n'a pas appris du LOSC, on n'a pas appris de Bordeaux, on n'a appris d'absolument personne, on l'a encore vu avec John Textor. Oui, et pour aller dans ton sens, d'ailleurs, il faut souligner que le gouvernement anglais, à l'époque c'était celui de Boris Johnson, paradoxalement, qui avait lancé ça,
est sur le chemin de la création d'une instance de régulation indépendante. Tu parles du white paper ? Ouais. Alors, c'est pas gagné encore parce que politiquement, il y a beaucoup d'étapes à franchir, mais en tout cas, l'idée d'une régulation, d'une instance de régulation autonome qui, à la fois, surveille un petit peu comme notre DNCG surveille les comptes des clubs, mais fasse passer aussi des tests, aux futurs acquéreurs de clubs, vous vérifiez que leur argent n'est pas sale, qu'ils n'ont pas des liens avec des régimes compromis. C'est des tests de compliance fit and proper. Voilà, merci. C'est assez marrant. En fait, on pourrait traduire ça par en forme et propre en français. C'est assez drôle. Ça veut dire fréquentable en réalité. Donc, ils envisagent des régulations. C'est dans le football pionnier de la libéralisation du football qu'ils envisagent des régulations. Et c'est dans ce football-là que la Première Ligue elle-même poursuit Manchester City pour 115 infractions au règlement financier de la Première Ligue. C'est-à-dire que pour la Première Ligue se retourne contre une de ses équipes fanion, une de ses vitrines les plus prestigieuses, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et on est forcément très curieux de voir ce qui va se passer sur Manchester City, puisque le cas a été réglé sur Everton avec des points de pénalité et des grosses amendes. On est très curieux de voir si la décision sera la même pour Manchester City. Sachant qu'on pourrait aussi évoquer, on parlait des régulations insuffisantes, le fair play financier qui a été adopté par l'UEFA, qui a pas eu les effets, qui a pas eu énormément d'effets, mais il y a un malentendu, c'est-à-dire qu'il cherchait pas à rendre le football plus équitable, il cherchait à arrêter l'endettement et notamment des clubs espagnols auprès de banques locales. Des clubs. Donc il y a eu un assainissement des clubs avec une sorte d'effet paradoxal, c'est que ça a rendu le football encore plus attractif pour les investisseurs puisque les comptes des clubs étaient plus équilibrés et la gestion des clubs était plus saine. Donc pour reboucler entre le fair play financier de l'UEFA et Manchester City, on a vu comment Manchester City et le PSG confrontés à des sanctions financières ou de suspension de compétition prises par l'UEFA, avaient négocié en catimini avec l'UEFA pour réviser à la baisse ces sanctions et étaient allés devant les tribunaux pour contester avec succès ces sanctions et maintenir un rapport de force qui leur est favorable vis-à-vis du pouvoir sportif. L'UEFA est un de ces pouvoirs sportifs, un de ces gouvernements du sport qui n'assume pas de gouverner le sport. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, en fait, parce que tu parles de fonds souverains, mais il y a le gouvernement anglais, notamment le ministre du Développement économique, a confirmé qu'il y a eu des négociations avec Abu Dhabi concernant la future sanction de Manchester City, mais a refusé de publier les échanges d'emails. Idem. C'est évidemment pas Emmanuel Macron qu'on imaginerait faire ça avec le Qatar. Et idem avec l'acquisition de Newcastle par le PIF, ça a été négocié directement avec Boris Johnson. Et ce que tu dis sur la réglementation avec le white paper du football anglais, très paradoxal, mais c'est un gouvernement Tories qui l'a mis en place, et là c'est mis en sommeil parce qu'on va vers justement un gouvernement travailliste. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal. Mais tu parlais de salary cap. La Première Ligue est en train justement de mettre un vrai salary cap avec un plafond de dépenses où le plus riche ne pourrait dépenser que 5 fois le montant des droits télé perçus par le mois chanceux. Messieurs, avant de clôturer cette conférence sur la financiarisation du foot, on se permet un petit moment de questions-réponses. Si des gens dans le public ont des questions ou déjà des réponses, mais je pense que vous allez plus les attendre pour le coup, n'hésitez pas à lever la main, on va vous faire passer un micro. Je vais poser la première. Jérôme, David, dans cette sorte de réforme du modèle, de refonte du modèle, Jérôme, c'est aussi la conclusion de ton livre. Est-ce qu'un autre foot est-il possible et est-ce qu'un autre modèle est-il possible? Est-ce qu'on peut imaginer une place plus importante pour les supporters qui sont finalement les grands perdants de ces 30-40 dernières années de football? Oui, les grands perdants et en même temps les seuls opposants qui ont consolidé justement une opposition à ces évolutions-là, parce qu'on a assisté, comme je disais tout à l'heure, à une forme de démission des pouvoirs sportifs et publics. On a assisté à ce qu'on peut qualifier de complicité des médias sportifs qui ont trouvé leur intérêt dans cette croissance économique du football et dans ce développement d'un football ultra spectaculaire, même si il a de moins en moins de liens avec les valeurs du sport dont ces médias pourtant se réclament. Donc
les supporters sont trop isolés, même si ce sont essentiellement eux qui ont fait échouer la Super League. Et il y a un enjeu qui est partagé par tous ceux qui imaginent des réformes du football, c'est d'assurer une meilleure, de transformer la gouvernance malade du football, à la fois celle des clubs et celle des instances du football, en associant beaucoup plus les supporters à cette gouvernance, en leur assurant. Alors, quand je dis supporters, c'est large, c'est à la fois les ultras, c'est les gens qui vont au stade, mais pourquoi pas aussi les gens qui payent des abonnements de plus en plus chers, sur de plus en plus de chaînes, qui regardent le football, c'est-à-dire tous ceux qui font la valeur économique du football. Donc, assurer une meilleure représentation des supporters, des publics en général, c'est un enjeu qui me semble, et la SNCF est d'accord avec moi, un enjeu qui me semble assez crucial. Mais encore une fois, le fond, c'est... On a esquissé ça au moment du fiasco de la Super League il y a 3 ans. On a cru, moi j'ai pu croire, en étant un peu optimiste, que toutes ces questions-là, elles allaient être politisées, elles allaient être posées dans le débat public, et qu'enfin, notamment les gouvernements nationaux, les gouvernements européens, allaient s'emparer de la question et allaient envisager des nouvelles régulations, des manières de mettre un terme à tout ça, et que l'UEFA allait profiter d'un rapport de force enfin favorable pour reprendre la main sur les clubs les plus puissants. Et on a assisté, en fait, ça a été un feu de paille, et après tout est rentré, ça a été foot business as usual, et tout est rentré dans l'ordre. On a continué à célébrer l'été d'après, toute la presse sportive française s'extasiait de l'arrivée de Messi au PSG, préparait le retour de cette formidable Ligue des Champions, et quand Manchester City remporte cette Ligue des Champions, tout le monde se pâme, en étant un petit peu embarrassé, mais en tout cas sans rappeler que oui, Manchester City a enfreint les règles financières et a construit son succès sportif et son équipe, si jolie à regarder, en trichant financièrement. David, tu nous parlais de la réussite de ce modèle anglais qui est assez particulier. Il y a un autre modèle qui est beaucoup mis en avant et dans lequel la place des supporters est beaucoup plus importante, c'est le modèle allemand, avec ce fameux système du 50+1. Est-ce que tu penses que c'est la voie d'amélioration et d'évolution pour le foot français et européen ? J'aimerais bien te dire oui, mais j'ai peur qu'il soit trop tard. Alors je suis désolé, moi je vais peut-être un peu doucher un peu ton optimisme, Jérôme, mais je vais juste parler du prix du football. Juste pour te donner une comparaison, le budget de l'Olympique de Marseille quand ils ont gagné la Ligue des Champions en 93, c'est le budget de Lorient maintenant. Donc si on devait ouvrir le capital des clubs et faire fonctionner les clubs sur le budget annuel actuel, ça va être très 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 difficile d'ouvrir d'un point de vue capitalistique le football aux supporters. En Allemagne, ça existe déjà, donc historiquement, mais ils viennent de refuser un modèle qui pourrait changer en permettant l'arrivée d'investisseurs. Mais ils ont refusé a posteriori avec le devant la levée de bouclier. Mais on voit qu'il y a certaines dérogations qui sont données. 777 et actionnaire minoritaire du Hertha Berlin. Il y a Salzbourg. Historiquement, Bayer avec Leverkusen. Il y a Bayer avec Werdigen et Leverkusen. Volkswagen avec Wolfsburg. Red Bull avec le Rasenball. Rasenball Leipzig. On voit qu'il commence Butler qui a une partie d'Augsbourg. Donc on voit qu'il y a certaines petites voix dans le football allemand dissidentes, une petite musique qui est très pro-investisseur. Et tu le disais, l'hégémonie de la Première Ligue fait des envieux. Et peut-être qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à se jeter justement dans les bras de la financiarisation pour pouvoir rivaliser. Mais tu sais qu'il y a d'autres solutions. On en avait parlé dans un épisode du COMEX, c'est la solution de la Golden Share. C'est-à-dire que Golden Share, c'est une action prioritaire qui serait détenue par un collectif de supporters et qui ouvrirait pendant une certaine période, en cas de vente de club, aux supporters le droit de souscrire au capital. Oui, qui accorderait aux supporters différents droits de veto. Des droits de veto sur le stade, sur le nom, sur le maillot, le logo. Ça, c'est prévu dans les nouvelles régulations. Dans la nouvelle régulation, exactement. Donc en fait, si d'un point de vue capitalistique, moi ça me paraît, malheureusement, vu le prix du football compliqué, il y a d'autres façons, ne serait-ce que d'intéresser les supporters à la vie de leur club. Bien sûr. Je crois qu'on a quelques petites questions dans le public. Ouais, moi j'avais une question. Je voulais revenir sur ce que disait Jérôme tout à l'heure, notamment sur le concept en fait d'équité et d'incertitude dans le sport. Parce que moi j'ai l'impression que personnellement, moi et pas mal de mes potes, quand on en parle, c'est ce qui nous excite le plus. C'est pour ça qu'on va au stade, c'est pour ça qu'on paye les abonnements télé, etc. Et pourtant, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre et de tout ce qu'on constate,
le foot semble aller dans le chemin inverse. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Quel public ils vont chercher en faisant du foot spectacle? Parce que tout le monde se régale sur une finale Manchester City, Real Madrid, où en fait tout le monde est capable de faire des contrôles de malade et des passes de 60 mètres. Mais il y a quand même beaucoup plus d'excitation dans des barrages serrés, dans des petits poussets. Tout le monde s'est excité sur Gérone, sur le Bayer Leverkusen. Est-ce que les clubs et les championnats n'auraient pas un intérêt à rééquilibrer tout ça pour regagner en incertitude? Malheureusement, la financiarisation, et c'est paradoxal, entraîne une aversion au risque. L'entrée d'investisseurs financiers fait que le format des compétitions, le manque des régulations, tout est fait pour réduire la part de risque pour les investisseurs. Ça peut être la réduction du nombre de descentes, ça peut être le changement de format de la Ligue des Champions avec l'élargissement qui qualifie plus d'équipes de grands pays, qui abaisse le seuil de qualification. Absolument tout est fait pour ne pas sanctionner l'échec. Et ça, c'est aussi dû à la financiarisation. Et donc, du coup, c'est foutu, quoi. On est un peu pessimiste là-dessus. Mais ce qui se passe aussi, c'est que tout à l'heure, je parlais des supporters qui s'étaient opposés à la Super League privée. Il se trouve que c'était des supporters locaux, c'est-à-dire des supporters qu'on pourrait qualifier d'historiques, qui déploraient le déracinement de leur club et le fait que les propriétaires de leur club, complètement invisibles, résidant à Miami ou ailleurs, n'avaient même pas pris le soin d'expliquer une décision aussi grave et aussi transgressive que de faire sécession au sein d'une ligue privée à leurs propres supporters. Et tout à l'heure, on évoquait aussi les nouveaux publics mondialisés. Alors, l'échec de la Super League, ça illustre très très bien une sorte de rapport de force. C'est-à-dire que politiquement, les supporters locaux pèsent encore très fortement. C'est ce que les propriétaires des clubs candidats à cette Super League avaient très très mal calculé, parce que pour eux, le calcul économique, il est simple. Les supporters locaux, ils sont quantité négligeable par rapport à l'ensemble de leur fanbase. C'est-à-dire Manchester United, je ne vais pas donner de chiffres précis, mais c'est un rapport de 1 à 20 entre leurs supporters à Manchester et leurs supporters dans le monde entier. 1 à 20, c'est peut-être probablement 1 à 50. Ils se prévalent de 2 milliards de globes oculaires, les propriétaires de Manchester United. Voilà, et donc leur logique économique, elle est de s'adresser à ce public mondialisé. Donc ils sont encore obligés politiquement de tenir compte des publics locaux, mais on voit avec les projets de délocalisation de matchs de championnat à l'étranger, en Asie, en Amérique du Nord, etc., que ça rentre pas dans leur équation à eux, aux propriétaires de clubs. L'enracinement, le caractère patrimonial, le caractère de bien commun des clubs, c'est pas une donnée pertinente pour eux. Et c'est très exactement ce qu'il faudrait défendre, et c'est ce que le football allemand défend avec la règle du 50+1 qui interdit à un investisseur privé de détenir, en théorie, la majorité des actions d'un club. Donc ce qui maintient l'enracinement local, le lien avec tous les acteurs locaux, les collectivités locales, les territoires, la dimension historique des clubs. C'est ce genre de choses qui existent déjà, donc qui sont possibles, qu'il faudrait, à mon avis, défendre. Est-ce qu'on a une dernière question dans le public avant de redonner la parole à Jules? Non? Bon, une dernière question de mon côté alors. Est-ce qu'au final, on peut dire qu'un club de foot n'est absolument pas une entreprise comme les autres? En fait, il ne l'a jamais été. Ça a toujours été une entreprise. Enfin, très vite, dans l'ère moderne, les clubs de foot sont devenus des entreprises, donc il ne faut pas nier ça. Mais considérer que ce sont des entreprises comme les autres, c'est se priver de la possibilité de les protéger pour ce qu'ils sont. Et on prend souvent l'exemple, parce que ça a été un des combats politiques menés en vain il y a 25 ans à peu près, mais c'est un des objectifs, ce serait la création d'une spécificité des activités sportives sur le modèle de la spécificité des activités culturelles, ce qu'on appelle l'exception culturelle, qui est reconnue par l'Union européenne. Et cette spécificité des activités sportives, elle est d'ailleurs reconnue un peu du bout des lèvres dans les traités européens. Mais il faudrait la concrétiser et lui donner une force de loi, on va dire, en tout cas d'avoir un effet beaucoup plus coercitif pour enrayer les dérives financières du football. Merci Jérôme. David, un dernier mot? Oui, non, mais c'est vrai que les clubs sont des entreprises dont les actionnaires sont locataires en fait le temps de la détention. Et s'il leur appartient juridiquement, c'est vrai qu'ils leur appartiennent jamais vraiment. Il y a
la pérennité d'un club, le poids de l'histoire, le supporter, l'influence du territoire doit être prise en compte. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout que les clubs de foot soient considérés comme des entreprises, tant que les actionnaires se comportent comme ce que les Anglais appellent un custodian, c'est-à-dire que le gardien justement de l'identité d'un club de foot. Merci à vous, messieurs. On vous conseille aussi, Jérôme, si tu peux montrer ton bouquin. Voilà, super bouquin, le dernier sorti aux éditions Convergence, c'est ça ? Divergent. Voilà. Jules, tu veux reprendre ?